Batman est de retour. Je dirais même plus, The Batman est de retour pour une durée de 3 heures. Et ça change tout. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film de justicier. Oui, The Batman est un film de justicier et non de super-héros, puisqu'il n'a pas de super-pouvoir. Voilà, au moins j'ai posé les bases dès l'intro. Ce dernier est réalisé par Matt Reeves, qui avait auparavant travaillé sur Cloverfield, les deux derniers, La planète des singes, que j'adore, etc. Donc ce n'est pas mon réal préféré, mais c'est quelqu'un qui sait poser son style. Et le fait de choisir un réal connu, mais pas trop, qui a quand même quelque chose à nous montrer, à nous proposer pour le grand public, eh bien je trouve que c'était un bon choix pour The Batman. Et c'est la raison pour laquelle ce film était celui que j'attendais le plus en 2022. Voilà, maintenant je vais redescendre un petit peu sur terre après ça. Et pour ceux qui veulent savoir à quel point je suis fan de Batman, je vous reporte sur ma vieille vidéo consacrée à The Dark Knight Rises. Donc je vous mets le lien en notation. Une vieille vidéo avec ma voix nasillarde, mais le fond y est. Elle m'avait pris du temps, j'y avais mis mon cœur. Elle a mal vieilli, le son est parfois pourri, mais je maintiens toujours mes propos. En tout cas aujourd'hui, on va se focaliser sur le 9e film centré sur Batman, qui ne fait pas partie du DCU puisqu'il reboot à nouveau la franchise. Et là où c'est rigolo, c'est que ce projet devait à l'origine être canon au DCU. The Batman devait être produit, coécrit, réalisé, interprété par Ben Affleck. Mais depuis l'arrivée de Suicide Squad, il y a eu une chute chez Warner, une pluie de mauvaises critiques avec en parallèle Avengers Infinity War qui remontait dans la concurrence. Et bien le DCU a commencé à se fracturer, les acteurs en avaient marre de passer pour des clowns. Et en tout cas, c'est une des raisons pour laquelle Ben Affleck avait quitté le projet et c'était là le début de la fin du Snyderverse. Donc il valait mieux rebooter la franchise en parallèle du film Joker qui lui aussi n'était plus canon au DCU. Et c'est pour ça que certains pensent que The Batman est en fait lié au film Joker. Bon, ça évidemment, la réponse est dans le film. Et en plus, avec la crise sanitaire qui arrive par-dessus, eh bien bordel, je vous raconte pas comment c'était chaud pour gérer la production, qui a duré beaucoup plus longtemps qu'il n'y paraît, mais nous y voilà. The Batman avec Robert Pattinson en tête d'affiche est finalement sorti, et donc nous allons en parler de ce pas. Alors que la criminalité ne cesse d'augmenter au sein de Gotham City, Bruce Wayne, sous les traits de Batman, arpente les rues pour faire un peu le ménage. Aux côtés de James Gordon et de Catwoman, il va devoir résoudre une série de mystères qui le mènera sur plusieurs chemins dangereux dans des réseaux mafieux dirigés par le Pingouin. Mais surtout, ça le mènera sur le chemin de l'homme mystère. Toutes ces énigmes vont le remettre en question sur bien des choses, y compris son propre passé. Dans ce film, je n'arrêtais pas de prendre des notes et au bout d'un moment, je me suis dit, je ne pensais pas que c'était possible de faire quelque chose d'aussi bon avec Batman. Et j'ai même commencé à me remettre en question sur le détrônage des films de Nolan, même s'ils n'ont toujours pas à rougir, car les films en vérité se complètent et on va développer. Parce que oui, The Batman, aussi bon soit-il, est très loin d'être parfait. En effet, l'introduction est tellement réussie, ils parviennent tellement bien à faire monter la sauce que mes pieds de fan ne touchaient même plus le sol. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout rationnel. Donc je me suis un peu forcé à me recentrer afin de vous proposer une critique de meilleure qualité. Voilà, un peu plus objective. Parce que clairement, je suis tellement fan de Batman que je n'avais plus les pieds sur terre. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est le meilleur film du monde là. Alors que non, absolument pas, et on va en parler. Voilà. Le réal a pris la décision d'expédier le titre très rapidement dès l'introduction, sans son, sans rien, et c'est une volonté artistique intéressante, car ça se voit qu'on fait ça pour gagner du temps. Le film dure 3 heures, mais croyez-moi, chaque minute a vraiment son importance. Et l'intro nous montre que ce même réal pose un ton beaucoup plus mature que les films précédents. Et on le ressent par la narration sombre et incroyablement plus proche de Batman. Et ce, sur des dialogues plus adultes. On nous présente un environnement hostile, on nous fait un écho de la montée de la violence, de la criminalité, qui se rapproche énormément du propos du film Joker, sauf que là on monte d'un cran dans l'obscurité, on nous parle davantage de la corruption des médias, les politiciens qui se comportent comme des mafieux et qui n'ont pas honte. Et la bonne nouvelle, c'est que même si on parle d'un reboot, nous ne sommes pas sur un film sur les origines de Batman. Et tant mieux,
tant mieux. Ce qui fait qu'on va encore gagner du temps. Dès le commencement, on nous montre déjà ce qu'on va voir. Du Batman. Avec une vraie collaboration avec Gordon. Ça aussi, c'est une chose qu'on avait énormément dans la trilogie de Nolan. Sauf que là, le lien entre Batman et Gordon est beaucoup plus fort. On sent qu'ils se complètent et qu'ils ont vraiment besoin l'un de l'autre. Mais pourtant, le fait que le film ne se base pas sur les origines de Batman, eh bien, le grand tour de force, c'est qu'il parvient quand même à centrer son histoire sur son passé. Ce qui fait que les spectateurs qui découvrent ce personnage vont comprendre son histoire. Et voilà, je ne suis pas rationnel, mais ça aussi, je trouve ça génial. Ce film va donc remettre en question la légitimité de l'héritage de Bruce Wayne, autrement dit, remettre en question les origines, la création de Batman. Mais dans l'ensemble, disons-le, l'histoire est très simple. Mais j'ai envie de dire, tant mieux, car ça a permis aux scénaristes d'une part de mieux se concentrer sur le rythme proposé, mais surtout de mieux maîtriser le storytelling qu'ils proposent. On va beaucoup plus se concentrer sur l'union des personnages, ce qui fait qu'ils ont besoin l'un de l'autre, là où pendant plusieurs années on nous a habitués à un Batman solitaire. C'est-à-dire que si on fait une suite, je ne serais pas surpris de voir un Robin arriver. L'autre point fort du film, c'est que notre justicier est présenté comme un fou parmi les fous. Il est vu comme un extraterrestre qui ne vaut pas mieux que les autres criminels à la vue des flics. Alors Tim Burton faisait beaucoup ça, mais c'est beaucoup mieux exploité dans ce nouveau long métrage. Et l'entrée frissonnante de Batman nous le montre bien. Voilà, encore une fois, je me suis presque pissé dessus tellement que je trouvais ça ouf. Et c'est là qu'on peut commencer doucement à parler de cette version emo incarnée par Robert Pattinson. Une version qui, selon moi, marche, mais ce n'est pas celle que je vais le plus garder en tête. Voilà. Pour être honnête, je pense que beaucoup d'autres acteurs auraient pu faire le taf. Il n'a pas de jeu spécial qui se dégage. Après, c'est compliqué de se démarquer quand on joue Bruce Wayne. C'est pas non plus un rôle, c'est pas le rôle de sa vie. C'est pas comme si on jouait un James Bond. Là, par contre, quand tu joues James Bond, il faut que tu dégages une certaine carrure pour te différencier des autres. Dans le cas de Bruce Wayne, c'est différent parce qu'on le reconnaît beaucoup plus en tant que Batman. Et cette nouvelle version, pour moi, est un petit peu une sorte de chimère de plusieurs BD, de plusieurs films qu'on avait déjà vu auparavant. Car d'un côté, on essaye de nous montrer une version low cost, un petit peu à la Daredevil, avec le justicier qui fait sa loi tout seul dans sa ville. Et d'un autre, il a une espèce de grosse armure, vous savez, un petit peu comme le jeu vidéo Arkham Knight. Donc on dirait vraiment un mélange de plusieurs genres, et ce n'est pas forcément pour déplaire. Mais en revanche, outre le jeu de notre Robert Pattinson, c'est plus le choix artistique de ce Bruce Wayne que j'ai apprécié. Genre le fait de le rendre émo, beaucoup plus dark. Car, qu'on le veuille ou non, c'est une version qui se rapproche beaucoup plus du costume même de Batman. C'est-à-dire que dans la vraie vie, si Batman existait, on l'imagine plus incarné par ce genre de personnage. Vous savez, un personnage bresson, très dérangé mentalement. Une version qui n'a pas cessé de me rappeler Death Note. Alors je ne sais pas pourquoi. Déjà rien que la résolution d'énigmes entre l'antagoniste et le protagoniste, ça m'a directement fait penser à Elle et Light de Death Note. À côté, le Gordon de Jeffrey Wright est pour moi presque aussi bon que Gary Oldman. Mais après, je m'y attendais car j'adore cet acteur. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Je savais qu'il allait faire du bon taf pour ce rôle. Mais la surprise du film pour moi, c'était vraiment le pingouin de Colin Farrell. Il est à mourir de rire tellement qu'il est à fond dans son rôle. Farrell a complètement saisi l'essence même du personnage et propose quelque chose de vraiment différent de la version de Tim Burton. Et parmi tout ça, on a un Enigma qui fait vraiment peur. Il fait vraiment flipper, même si l'interprétation de Paul Dano, pour moi, en fait un tout petit peu trop. Mais j'apprécie beaucoup la volonté de faire de ce personnage un genre d'autiste. Alors ce n'est pas pour stigmatiser les autistes, hein, attention. Mais clairement, il y a une volonté de présenter ce personnage sous ce trouble psychologique. Et je suis sûr à 100% que c'est la raison pour laquelle ils ont choisi cet acteur, car il a joué dans Prisoners, qui joue aussi un personnage un peu autiste. Et il le fait vraiment bien, même si je sens que le réal lui a donné carte blanche pour en faire un petit peu des caisses. Il y a des moments de gênance parfois, des moments où j'ai un peu crispé, mais bon, ça passe relativement bien. Et autre chose encore, mais là par contre je vais devoir spoiler, mais ne vous en faites pas, je mets le timer en bas de l'écran. Le film se termine sur la présentation d'un prototype d'un nouveau Joker, et c'est là qu'on comprend que le film n'est pas canon avec la version
de Joaquin Phoenix, et c'est dommage sans l'être à la fois. Bon, je vais vous expliquer. Pour être honnête, c'est la chose que j'ai le moins aimé du film. Sur le coup, je me suis dit, encore le Joker? Encore le Joker? Ils nous font le même coup de Batman Begins où on nous prépare le Joker à la fin du film. Et pour moi, la pression commençait vraiment à redescendre. J'aurais préféré qu'on prenne plus de temps sur ça, qu'on le laisse pour une potentielle suite, certes, mais sans forcément le présenter comme ça. Car même si on ne voit pas son visage, on le voit qu'à moitié, le peu qu'on voit, je n'ai pas aimé. Il a l'air beaucoup plus jeune et là où ça marche pour le Sphinx, ça marche beaucoup moins pour le Joker. Et puis surtout, son rire ne marche pas du tout. Voilà, ça me regarde, hein. Son rire ne marche pas et le film se finissait sur un grand moment de malaise avec le surjeu de l'homme mystère et le rire forcé du Joker. Mais bon, voilà, après ça ne regarde que moi. J'aurais aimé qu'on ne montre rien pour nous garder la surprise pour la suite. Et tant qu'on est dans la partie spoilers, j'en profite aussi pour parler d'un autre problème qui sont les incohérences, enfin les petites incohérences qui sont présentées parfois de façon dispatchée. Je vous donne un exemple de choses qu'on voit régulièrement dans le film. Vous savez, à la fin, on a la candidate qui se présente pour les élections et lorsque Gordon la prévient pour un potentiel danger d'un attentat, eh bien, elle décide de dire « Oh non, non, c'est bon, faut porter ses couilles, hein, et j'y vais, hein !» Mais meuf, t'es conne ou quoi? Si des flics arrivent pour poser une alerte à l'attentat, mais ne te montre pas en public, évidemment qu'il se fait avoir. Et voilà, des choses comme ça dans le film, il y en a pas mal, mais sans être non plus trop envahissant. Voilà. Autrement, côté réel, non seulement chaque plan est pertinent, mais ils racontent tous quelque chose. Le travail autour du découpage technique a dû être sévère. Ce qui fait que dans ce film, tout a l'air grand, on sent la profondeur des environnements. Je mentionne par exemple le manoir Wayne, qui est impressionnant. Et la prouesse du film aussi, c'est d'être effrayant, voire violent, sans être gore. L'ombre de Frank Miller plane durant tout le film. L'Arial parvient à nous faire avaler le surréalisme comme quelque chose de vrai. Alors que ce film est pourtant très caricatural, là où Nolan voulait absolument tout justifier. Tout. On justifie toutes les origines au moindre détail. Et c'était une qualité. Moi, j'adore ça. Sauf que ce nouveau film cherche plutôt à conserver quelques mystères. Exactement comme ce que Tim Burton faisait. Et pourtant, la prouesse, c'est que l'aspect réaliste fonctionne quand même. À l'exception des scènes d'action qui sont très extravagantes. Et pourtant, on nous montre que ce nouveau Batman n'est pas parfait physiquement. Ça lui arrive très souvent d'être embourbé dans une situation dangereuse, de se casser la figure. Bref, on le voit souvent dans des situations qui nous fait accrocher à notre fauteuil. Et je vais vous donner un petit exemple sur la volonté de rendre le film plus crédible. Prenez par exemple Catwoman. Et bien vous remarquerez que l'actrice dans ce film a les cheveux courts, et n'importe qui se dirait oui elle a les cheveux courts. Eh bien oui, mais non, en fait c'est fait exprès. Ses cheveux courts, ça justifie le fait qu'elle porte plus facilement ses perruques, sa cagoule, afin de mieux s'infiltrer et mieux incarner son personnage. Et voilà, des détails comme ça, il y en a plein. D'ailleurs, pour revenir à Catwoman, Zoe Kravitz dans ce rôle est très... j'ai sué, hein. Après, c'est un peu la même chose que Robert Pattinson, même si elle interprète bien son rôle. Je pense que beaucoup d'autres femmes, d'autres actrices aurait pu le faire. Et là pour le coup, attention, boomer alert, je me permets de trouver Michelle Pfeiffer bien meilleure dans ce rôle. Pour moi, elle est vraiment indétrônable, mais dans l'ensemble, le taf est fait. Et pour moi, le plus gros frisson du film, c'est la scène de course-poursuite avec le pingouin qu'on voit un petit peu dans le trailer. Cette scène est tellement bonne. Oh là là, ça m'a tellement donné envie de rebrancher Batman Arkham Knight parce que j'ai adoré les séquences de course-poursuite dans ce jeu. Mon grand regret est que cette scène est tellement jouissive que j'aurais peut-être aimé en voir un peu plus. Et c'est vraiment là que Colin Farrell donne tout ce qu'il a dans son rôle de pingouin. Et puis les bruitages qui font frissonner, les idées de mise en scène lorsque les voitures se cassent la figure. Même si, je reviens encore sur ça, le film n'est pas parfait. Avec, pour exemple, la présence de Deus Ex Machina un peu forcée. Il y a des moments qu'on a vu venir à 10 000 km. Et voilà, pour le coup, ça, c'est un peu dommage. Surtout que dans tout ça, on a un montage calibré à la perfection, mais vraiment à la perfection. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on arrive à faire monter la pression aussi bien, même si la pression redescend un peu vers la fin, et j'en reparlerai
dans la partie conclusion. L'image, elle va beaucoup jouer sur des clairs-obscurs, donc logique pour ce type d'ambiance, avec des couleurs chaudes et froides délavées. Et comme je vous le disais, on a opté sur une vision beaucoup plus réaliste des costumes, avec un homme mystère dans le magnifique rôle de l'homme poubelle. Sans déconner, on dirait vraiment qu'il a un espèce de sac poubelle sur la tête. Et ça aussi, je pense que c'est une de mes déceptions, genre le petit chapeau du Sphinx, même si c'est pas exactement le même que dans la BD, j'aurais aimé voir ça. Et pour le coup, ça aurait été vraiment stylé, vous savez, quand il se filme, qu'on ne voyait pas ses yeux avec son chapeau, ou à la limite qu'il porte le masque avec le chapeau, et ça aurait très bien marché. Et le masque de Batman, lui, a l'air d'être fait main, puisqu'on voit les traces de couture, on voit les traces de déchirure, comme si c'était vieux. On sent qu'il n'y a pas l'entreprise derrière qui s'occupe de la fabrication de son costume. Et Catwoman, elle, porte une simple cagoule. Enfin, je trouve que ça fait moche, mais c'est beau dans le moche. Je sais pas si je suis clair là. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont tous indépendants et qu'ils travaillent à leur manière. Voilà, donc pour conclure, cette nouvelle version fait presque expérimentale, tellement que beaucoup de choses sont misées sur la forme, sur le côté noir, et on obtient ce rendu qui est que The Batman est un film qui se savoure. On savoure chaque minute, même si je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question suivante, est-ce que le film marcherait si ce n'était pas Batman? Est-ce que les gens qui découvrent ce personnage vont aimer? Parce que pour ma part, j'ai littéralement eu un orgasme de fanservice. Par exemple, la scène où on découvre la Batmobile face au pingouin, on fait bien monter les gros bruitages, les avec des plans sur l'espèce de réacteur, tout ça là. Et vraiment, j'étais scotché à mon fauteuil. Ah putain, c'était vraiment une attraction. Non seulement je n'ai pas vu le temps passer, mais en plus de ça, j'avais même peur que ça se finisse. Et la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était dans The Dark Knight. Vous savez, la scène où le Joker est suspendu à l'envers. Je voyais qu'on approchait de la fin et je n'avais vraiment pas envie que ça se finisse. Et bien là, c'est un peu la même chose, surtout que le final, pour moi, n'est pas le meilleur moment du film. La course-poursuite a monté la barre tellement haute que j'attendais un peu trop de la fin. Et je crois que c'est en ça que le film n'est pas parfait. Il y a un problème de dosage et pourtant, je pense que ce problème était complètement imprévisible. Je pense que les créateurs ne pouvaient pas s'attendre à ce que la course-poursuite soit si bonne que tout le reste soit éclipsé. Puisque le final propose quelque chose d'intéressant, avec de l'épicness, mais il y a beaucoup de déjà-vu, et à ce moment-là, la pression commençait à redescendre. Ce qui fait que j'en suis ressorti très satisfait, mais pas non plus secoué. Voilà, je pense avoir détaillé mon avis au maximum, à la fois subjectif et objectif. Maintenant, c'est à votre tour si vous avez déjà vu le film. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu l'avant-première, donc n'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.